Bonjour ou bonsoir à tous. Est-ce que l'homme du futur sera un homme augmenté, capable d'y voir la nuit comme en plein jour, de transférer son cerveau dans une machine, de vivre jusqu'à 100, 200 ans, sinon plus, de procréer par l'intermédiaire des utérus artificiels? Est-ce que les progrès de la génétique et de la biologie moléculaire, ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et des capacités cognitives, vont aboutir à la suppression des maladies, des handicaps, du vieillissement et peut-être de la mort, comme nous l'annoncent les théoriciens du transhumanisme, qui est à la fois une idéologie, mais aussi, il ne faut pas se le dissimuler, une pratique technologique. Voilà donc le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, le transhumanisme, et essayer de savoir dans ce discours ce qui relève des perspectives possibles, avec leurs avantages et leurs inconvénients, ce qui relève du fantasme ou de la science-fiction, voire de l'escroquerie pure et simple. Alors, je vais me tourner d'abord vers Olivier Rey, parce qu'on se heurte là comme ailleurs à un problème de définition. Le transhumanisme, on peut le définir comment? Quel est son rapport avec l'humanisme d'ailleurs? Question qu'on peut se poser. Et que vient faire ce trans, qui est aujourd'hui très à la mode? Il y a les transsexuels, mais les transsexuels, c'est ce qui est au-delà des sexes. Alors, est-ce que le transhumanisme, c'est ce qui est au-delà de l'humain? Oui, en quelque sorte. L'idée sous-jacente, c'est que vous avez fait référence au NBIC, les nano-bio-technologies alliées aux sciences cognitives et à l'informatique. L'idée, c'est que nous sommes arrivés à un stade du développement technologique où cette technologie qui, jusqu'à maintenant, a essentiellement servi à transformer le monde autour de nous, pourrait en venir à s'appliquer à notre propre constitution, à nous modifier, à nous transformer à un degré tel que précisément la condition humaine, la condition humaine se retrouverait tellement transformée que des êtres ainsi transformés ne seraient plus des humains. Donc, donnerait lieu à des êtres d'une autre nature qu'on pourrait appeler des post-humains. Et de ce point de vue-là, à ce moment-là, le transhumanisme, le trans de transhumanisme est à comprendre comme indiquant à la fois l'état transitoire qu'aurait été simplement l'humanité entre l'animalité et ses post-humains. Et par ailleurs, le trans peut s'entendre aussi comme indiquant le caractère transcendant qu'auraient ces post-humains par rapport aux humains standards que nous sommes. Il y a une chose qui est assez curieuse, ou révélatrice, c'est le triomphalisme, au fond, de beaucoup de ces théoriciens du transhumanisme, qui sont d'ailleurs, il faut bien le dire, souvent des techniciens ou des futurologues américains, souvent liés à la Silicon Valley, des gens que le plus connu est sans doute Ray Kurzweil, mais il y en a d'autres, Max More, etc. Ce sont des gens qui ne paraissent pas habités par le doute. Ils sont convaincus d'être à la fois les sauveurs de l'humanité, ce qui annonce l'avenue d'une ère post-humaine qui ringardisera finalement tout ce qui s'est passé sur Terre jusqu'à présent. Oui, enfin, c'est effectivement quelque chose qui est porté, enfin en tout cas les promesses les plus spectaculaires sont quand même portées par des gens qui sont extrêmement coupés des réalités. En fait, c'est très induit par la mentalité cybernétique et informatique. Ce sont des gens qui viennent de ces milieux-là et qui ont l'impression que la manipulation de la matière qui a donné des résultats quand même très spectaculaires quand il s'était agi de construire des circuits imprimés, d'y implanter des transistors et de construire avec cela des ordinateurs, en fait, cette même mentalité pourrait aujourd'hui être appliquée au vivant et qu'on pourrait
aujourd'hui usiner le vivant de la même manière qu'on a usiné la matière pour en construire des machines extrêmement puissantes. Mais ce qui est quand même tout à fait à souligner, c'est que c'est quand même une mentalité qui vient beaucoup plus de gens, comme je le dis, qui viennent de la cybernétique et de l'informatique, et pas de la biologie, parce que les biologistes, pour la plupart d'entre eux, heureusement, savent que le vivant ne se manipule pas de cette manière. Oui, parce que d'un autre côté, les biologistes, pas tous, mais enfin la grande majorité d'entre eux, sont quand même conscients de la différence qu'il y a entre le vivant et l'inerte ou l'inanimé. Oui, même si, historiquement, c'est bien que la définition du vivant pose toujours des problèmes qui n'ont pas été totalement résolus. Oui, mais en fait, là, de ce point de vue-là, les gens les plus qui formulent les promesses les plus échevelées sont quand même des gens qui sont largement victimes de métaphores, qui ont leur utilité, mais qui ont aussi leurs limites qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a les premiers calculateurs électroniques qui sont apparus. On les a qualifiés de cerveaux électroniques. Et puis, dans un deuxième temps, ensuite, on s'est mis à concevoir le cerveau comme un ordinateur. Et bon, cette métaphore peut avoir, dans certains cas, une certaine légitimité, mais enfin, ça reste une analogie très lâche. Et considérer que le cerveau, c'est la même chose qu'un ordinateur, c'est là, ça devient extrêmement problématique. Et là, on peut dire que c'est un effet de langage qui induit en fait des erreurs dont ne peuvent être victimes que ceux qui ont perdu complètement le sens de certaines réalités. Une métaphore d'ailleurs qui est d'autant plus redoutable, mais ça on en parlera tout à l'heure, que si le cerveau n'est qu'un ordinateur, évidemment la conclusion immédiate, c'est que cet ordinateur n'est pas capable de performance aussi extraordinaire que les superordinateurs dont on nous annonce l'avènement. Ce que Ray Kurzweil appelle la singularité, en fait, ce sont des gens qui vont assimiler l'intelligence, on en parlera certainement plus avant, ce sont des gens qui assimilent l'intelligence essentiellement à de la puissance de calcul. Ouais. Et donc, en fait, Ray Kurzweil, prenant le développement de l'informatique au cours du dernier demi-siècle et prolongeant ces courbes de développement, anticipe une période dans les années 2030, je crois, où la puissance de calcul des ordinateurs excédera largement la puissance de calcul des cerveaux humains. Et donc, à ce moment-là, si on assimile l'intelligence, encore une fois, à simplement la puissance de calcul, il dit qu'à ce moment-là, des machines arriveront dans le monde qui dépasseront toutes nos capacités cognitives et qui, à ce moment-là, prendront la direction des opérations. Alors, Olivier Dahr, quand on parle du transhumanisme, on a l'impression d'un débat très présent aujourd'hui, mais qui ne remonte pas au-delà de 10-15 ans. Mais vous, qui avez travaillé sur l'histoire des idées contemporaines, notamment dans la biographie que vous avez consacrée à Jean Coutreau, dont il faudra rappeler en 2 mots de qui il s'agissait, vous pensez qu'il y a des racines à ce type de préoccupation? C'est pas que je le pense, c'est que j'en suis absolument convaincu, et je vais essayer de vous le montrer. Effectivement, il existe au fond toute une vulgate, considérant que le transhumanisme serait quelque chose de récent, et quand d'aucuns se sont penchés sur les origines du transhumanisme, en général, et notamment donc dans le monde anglo-saxon, ils ont fait remonter l'emploi ou le premier emploi du mot transhumanisme à Julian Huxley à une conférence de 1951. En réalité, à travers effectivement ce personnage de Jean Coutreau, dont je rappelle à nos téléspectateurs d'un mot que c'est quelqu'un qui est né en 1895 et qui est mort en 1941, c'est un polytechnicien, ingénieur économiste, c'est une des grandes figures de la technocratie française, un des grands acteurs du mouvement X-Crise, mais c'est aussi, et c'est ce qui nous intéresse à présent, le fondateur du Centre d'études pour les problèmes humains, qui organisait des entretiens à l'abbaye de Pontigny entre 1936 et 1939. Et au cœur de ces entretiens de Pontigny, il y a la question du transhumanisme. Et Jean Coutreau parle, en mai 1939, du transhumanisme, il en parle publiquement, il explique qu'il est en train de préparer un précis de transhumanisme qui n'a jamais vu le jour, mais quand Coutreau parle du transhumanisme, je
pourrais venir dans un instant sur ce qu'il en dit, mais j'indiquerai simplement qu'il a dans son entourage, ils ont son entourage très proche, Aldous Huxley, le frère de Julian, qui est un ami intime, le docteur Carrel, Alexis Carrel, et en arrière-plan, comme figure tutélaire en quelque sorte de cet ensemble, le père Teilhard de Chardin, dont on lit et on commente à l'époque l'énergie humaine. Et le texte, évidemment, n'est pas, à ce moment-là, diffusable dans le public, mais il y a, dans le transhumanisme que propose Coutreau, des éléments, évidemment, qui sont différents de ce dont on parle aujourd'hui, mais il y a un élément qui me paraît tout à fait fondamental. On parlait tout à l'heure de la question d'une approche un peu religieuse. Coutreau veut construire, en scientiste qu'il est, une sorte de religion de la vérité, et il y a, à travers ce projet transhumaniste, une des variantes de ce qu'on appelait, dans les années 30, l'homme nouveau. Simplement, l'homme nouveau, pour Coutreau, c'est ni l'homme nouveau communiste, ni l'homme nouveau fasciste, c'est effectivement cet homme transhumaniste qui lui paraît le seul avenir possible pour l'humanité et un avenir radieux sous sa plume. Oui, c'est pas non plus l'homme nouveau de Saint-Paul, d'ailleurs. Non, c'est certain. Vous avez cité le nom de Aldous Huxley. Alors évidemment, Aldous Huxley, c'est l'auteur du livre bien connu, Le meilleur des mondes. Je dis bien connu parce qu'on cite toujours en même temps, ou souvent, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley et 1984 de Orwell, alors que ce sont deux livres qui sont totalement différents. Le livre d'Orwell se rapporte à un contexte beaucoup plus contemporain, qui est essentiellement une critique du stalinisme, hein. Tandis que Huxley, là, c'est vraiment, on est dans la science-fiction, il imagine un monde transhumanisé, et c'est un thème qu'on va voir ressurgir dans la science-fiction, et notamment dans le cinéma, avec cette pléthore de films qui, d'ailleurs, nous ont un peu accoutumés à cette idée qu'on va fatalement dans cette direction, hein. Le genre de film Bienvenue à Gattaca ou des choses de ce type. Donc c'est assez intéressant de voir ces racines historiques. Maintenant, il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant. Ça, c'est dans le livre d'Olivier Rey. C'est, vous montrez bien qu'il y a un double discours dans le discours transhumaniste qui est assez contradictoire, mais révélateur. D'un côté, il y a la promesse formidable de la nouveauté absolue, de la rupture totale. On va sortir de l'espèce humaine, on va rentrer dans des temps qui sont totalement inédits, hein, avec des promesses mirifiques. On va accéder à l'immortalité, personne ne sera plus malade, etc. Bon. Et en même temps, devant les objections, le discours transhumaniste s'inverse brutalement et il dit « Mais attendez, vous nous critiquez, mais nous ne faisons que emprunter la voie de nos prédécesseurs. Hein, nous sommes deux sur ce plateau à porter des lunettes, donc personne, aucune espèce naturelle ne naît et ne vit avec des lunettes. Donc nous corrigeons, nous avons des montres, et au fond, depuis que l'homme existe, depuis que la technique est à sa disposition, il n'a cessé de corriger la nature et d'essayer d'améliorer la condition humaine par des objets artificiels, des artifices, des protèges et que sais-je encore. C'est-à-dire que le raisonnement consiste à faire comme si d'abord l'ancienne la techné dont parlent les Grecs était identique à la technoscience moderne, mais surtout à faire comme si la prolongation d'une courbe à l'exponentielle n'entraînait pas ce qu'on appelait autrefois le saut qualitatif brusque, c'est-à-dire en fait un changement non plus de degré, mais de nature. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce contraste? Oui, ça rejoint là vraiment une question qui me tient beaucoup à cœur, que j'avais étudié dans le livre que vous aviez cité au départ, Une question de taille, c'est-à-dire le fait que au long de processus continu, certains changements quantitatifs se mettent à entraîner des changements qualitatifs. Pour s'en faire une idée, il est de penser à ce qui se passe lorsqu'on tire sur un élastique. On tire pendant un certain temps, à force de tirer, eh bien, on ne fait que étirer, que allonger l'élastique. Et puis, à un moment donné,
Si on continue à tirer, on ne fait rien d'autre que ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on continue à tirer, et puis à un moment donné, il y a un changement dramatique qui se produit, c'est que l'élastique se casse. On peut penser aussi à ce qui se passe si on met de l'eau dans une casserole et qu'on chauffe. Ben, pendant un bon moment, tout ce qui va se produire, c'est que la température de l'eau va augmenter. Et puis, ben, il se trouve que quand on est à pression atmosphérique normale, quand on arrive à 100 degrés, ben, en fait, on continue à faire ce qu'on faisait toujours, c'est-à-dire à apporter de la chaleur. Et tout d'un coup, apporter de la chaleur, ça fait plus augmenter la température, mais l'eau se transforme en vapeur. Le phénomène de l'émergence. Oui, voilà. Enfin, c'est ce qu'on appelle en mathématiques, en physique, c'est dû à des phénomènes qu'on appelle non linéaires, c'est-à-dire en fait, quand on est dans cette dynamique non linéaire, justement, il y a certains seuils où une progression quantitative entraîne un changement qualitatif. Et c'est précisément ce sur quoi comptent les transhumanistes pour nous faire changer de conditions. C'est-à-dire que, par exemple, quand Ray Kurzweil parle de la singularité, ils disent simplement qu'il va y avoir une singularité qui va quelque chose de radicalement nouveau va se produire quand les ordinateurs atteindront une certaine capacité de calcul. Mais qu'est-ce qu'on aura fait pour atteindre ça? Simplement continuer le mouvement qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs dizaines d'années, qui est d'augmenter régulièrement la capacité de calcul. Donc, en fait, ils comptent exactement sur le phénomène que j'ai décrit, c'est-à-dire sur un saut qualitatif engendré par un processus quantitatif. Et donc c'est pour ça qu'il est très malhonnête de leur part lorsque on peut leur émettre des objections que de dire que quand ils se replient sur le fait ne vous inquiétez pas, nous ne faisons que continuer des choses bien anciennes. Voilà, c'est là où il y a en fait un double langage. Ils vont vous dire effectivement, mais vous parlez des lunettes, mais ils peuvent aller bien plus loin. Ils vous disent que les vêtements, c'est déjà une augmentation de notre corps, les chaussures, c'est une augmentation de nos pieds. Alors effectivement, il y a les lunettes, il y a la crème solaire qui est une augmentation de notre peau, etc. Bon, mais en fait, ils ne tiennent pas compte. Enfin, ils font semblant de croire que justement, quand le processus est continu, ce qu'il produit n'entraîne pas de changement qualitatif, alors que par ailleurs, justement, ils comptent sur ces sauts qualitatifs. C'est là où il y a vraiment un double langage de leur part. Ça rejoint un peu, très marginalement, ce que dit Spengler à propos de la technique, puisque pour lui, les objets techniques sont les organes humains, sont les nouveaux organes de l'espèce humaine. L'espèce humaine, ces vrais organes, ce sont des choses artificielles. Mais bon, mais là, en fait, moi, une distinction que j'aime bien faire, c'est pour essayer de clarifier les idées, c'est celle entre technique et technologie. Ouais. On pourrait dire la technique, dans son régime ancien, c'était un ensemble de savoir-faire que les hommes se transmettaient de génération en génération en les améliorant petit à petit. La technologie, c'est quelque chose qui est vraiment solidaire du logos scientifique qui s'est développé avec l'avènement de la science moderne. On voit bien que ça n'est pas en améliorant petit à petit les techniques traditionnelles qu'on va arriver à construire un ordinateur ou une centrale nucléaire. Il faut à un moment donné complètement se déconnecter de toutes ces techniques pour réfléchir sur les grands principes qui sont à l'œuvre dans la nature, pour imaginer des nouveaux procédés, mais qui ne vont plus être l'œuvre d'individus ou de communautés, mais qui vont être l'œuvre de gigantesques appareils productifs. Et notre rapport à la technique et à la technologie est tout à fait différent, parce que la technique, c'est quelque chose que nous maîtrisons, alors que la technologie, c'est quelque chose dont on peut se servir, mais que personne ne maîtrise. Oui. Cette différence, d'ailleurs, implique une rupture plus générale avec la conception du monde. Bon, pour les anciens, le cosmos était un ensemble harmonieux. Avec Newton et Galilée, on passe à une représentation purement mécanique et mathématique, surtout, du monde. Et surtout, surgit cette idée que le monde est un objet. D'abord, il est muet, il n'a rien à nous dire. C'est un objet appropriable et arraisonnable. Hein. Ça, c'est la critique que fait Heidegger de cet arraisonnement du monde, par ce qu'il appelle le Gestell, mais ça nous entraînerait un petit peu loin. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette notion de limite, parce que, au fond, elle est fondamentale dans un monde
qui est rentré dans un processus de planétarisation, comme vous dites, puisque vous préférez ce terme à celui de mondialisation. C'est-à-dire que je trouve que le mot monde est un mot trop beau pour précisément être utilisé à ce phénomène terrible qui se produit actuellement. Absolument. Alors, la planétarisation, qui est aussi une diffusion planétaire du mode de production actuel, du mode d'accumulation du capital, qui a lui-même besoin, pour s'augmenter lui-même, de créer toujours des innovations, donc des nouveautés dont on présume ou dont on affirme qu'elles seront meilleures que les outils présents, comme le présent est censé être meilleur automatiquement que le passé. Cette notion de limite, on en parle souvent aujourd'hui parce que on la retrouve dans toute une série de problèmes, finalement. La négation des limites, que les Grecs appelaient la démesure, l'hubris, n'est-ce pas? La limite, elle est de toutes sortes. Elle est aussi la différence entre l'homme et l'animal, la différence entre les sexes. Et vous montrez très bien dans votre livre que dans cette perspective transhumanisme, il y a aussi une négation de la sexuation. Il n'y a pas des trans-hommes et des trans-femmes, il y a des transhumains. Hein. Et la logique même du capital, elle aussi, va vers la négation de la limite, parce que la limite est un obstacle à l'expansion du marché. Et dans un autre domaine encore, l'idéologie du nomadisme planétaire, du no border, hein, pour prendre un slogan actuel, la suppression des frontières. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière? C'est aussi une limite. Pas une limite absolue, ça s'ouvre, ça se ferme comme une excluse ou une porte, mais c'est pas un mur, mais c'est pas non plus un pont. Hein. Sur cette notion de limite, comment est-ce que et comment la négation de limite s'inscrit vraiment dans le projet transhumaniste? D'ailleurs, il est même dans le mot, oui. C'est-à-dire que avec le de transhumanisme, on voit bien que ce qui est au programme, c'est précisément la transgression des limites. Alors, comme vous l'avez dit, elle est à l'œuvre depuis un certain nombre de siècles. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que quand même on attribue à Hercule d'avoir tracé à Gibraltar, sur les colonnes qui portent son nom, la sentence nec plus ultra, pas plus loin, et au XVIe siècle, Charles Quint prend pour devise de son empire plus ultra, plus loin. Et je trouve que là, on a vraiment en regard, enfin avec ces deux formules, on a ce basculement entre un monde qui savait que les choses n'existent que par leurs limites, à un monde qui va se mettre à concevoir la limite toujours comme un obstacle à renverser. C'est là d'ailleurs on voit que cette idée de transgresser la limite est inscrite au programme depuis maintenant plusieurs siècles, et on arrive justement au moment, avec le transhumanisme, où c'est même les limites de la condition humaine qui seraient à renverser. L'équivalent moderne de plus ultra, qui reste une formule savante puisque c'est en latin, c'est toujours plus. C'est l'idéologie de la performance, toujours plus pris comme équivalent de toujours mieux. Si c'est plus, c'est mieux. Donc la quantité sécrète la qualité. Hein, Mais donc là aussi, il y a une rupture fondamentale. Évidemment, la force de ce discours, c'est qu'on se dit, effectivement, si on peut avoir plus, pourquoi s'en priver après tout? Mais c'est toujours la question de ce que je pourrais appeler les seuils de contre-productivité, c'est-à-dire que, encore une fois, au départ, un certain type d'activité va améliorer notre condition, et alors l'idée c'est que, puisque cette activité améliore notre condition, plus on poursuivra loin cette activité, plus notre condition s'en trouvera améliorée. Sauf qu'il y a certains seuils qui sont franchis, que Ivan Illich appelait des seuils de contre-productivité, où l'activité qui nous servait se met, au-delà d'un certain seuil, à nous desservir. Et voilà. Dans votre livre, vous présentez aussi, allusivement, le transhumanisme comme une sorte de forme moderne de gnosticisme, en expliquant que pour les anciens gnostiques, le monde est mauvais, fondamentalement, il est le résultat d'un acte du mauvais démiurge, et par conséquent il faut tout faire pour y échapper. Et vous rapportez cela
à une sorte de mépris ou de refus du corps dans ce qu'il est, dans sa finitude déjà. Hein. Je veux dire, la grande caractéristique de l'homme, c'est qu'il sait qu'il est voué à mourir et à se terminer. Et cette imperfection du corps est prise dans le transhumanisme comme quelque chose d'inacceptable. Et dans un premier temps, on va transformer le corps parce que on va le rendre, on va le perfectionner. Mais on voit bien qu'au-delà d'un certain moment, le corps lui-même, il faudra l'abandonner parce qu'on aura des substituts beaucoup plus intéressants. C'est vrai que les anciens gnostiques, c'était des gens qui étaient dans une pensée d'un dualisme radical. Il y avait d'un côté la matière qui était du côté du mal, et puis de l'autre côté, il y avait l'esprit qui était du côté du bien. Et ce qu'espéraient les gnostiques, c'est que grâce à une certaine connaissance, une gnose, eh bien, ils allaient pouvoir libérer leur esprit de sa prison charnelle. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à l'époque moderne ce gnosticisme revenir, mais sous une nouvelle forme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puissance technologique réactive cette pensée gnostique avec l'idée non plus que l'esprit va se libérer complètement du corps, mais dans le fait que l'esprit va pouvoir soumettre entièrement la matière à sa volonté. Mais on retrouve tout à fait ce dualisme radical dans ces imaginations qu'on va pouvoir transférer notre cerveau sur un ordinateur, oui, par exemple. Et en fait, on voit que ces gens qui pourraient être considérés comme des matérialistes, en fait, en réalité, ne sont pas du tout des matérialistes, ce sont des spiritualistes radicaux, puisqu'ils imaginent que l'esprit peut avoir n'importe quel support. Oui. Chez Aristote, en fait, l'âme, elle est là pour animer un corps, et une âme humaine, elle est là pour animer un corps humain. Et donc, il y a une profonde solidarité. Il y a bien une reconnaissance d'une dualité entre l'âme et le corps, mais cette dualité, elle s'accomplit dans leur union. Et il y a une union qui est profonde entre l'âme et le corps, puisque, encore une fois, le corps a besoin de l'âme pour être animé, mais l'âme n'a pas d'autre raison d'exister que d'animer ce corps. Alors que là, dans cette idée qu'on va pouvoir complètement séparer les deux, là, on voit qu'on est dans une toute autre configuration philosophique. Alors, j'aimerais bien qu'on en revienne un peu à l'intelligence artificielle, parce que Marie-David n'est pas encore intervenue dans notre discussion. Bon, chacun sait qu'on est dans le monde des écrans, les objets connectés, la robotique, l'explosion des interfaces digitales, le stockage des données électroniques par le biais des algorithmes, etc., etc. Une littérature énorme là-dessus. Et se pose le problème de l'intelligence artificielle, sur laquelle on entend des choses assez effrayantes, mais dont on mesure en même temps qu'elle est déjà rentrée dans les mœurs, ou est en train de rentrer dans les mœurs. Est-ce qu'il est possible de la critiquer? Comment la critiquer? Mais d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, le problème de l'intelligence artificielle, en fait, est très mal posé aujourd'hui, et ce sont toujours les mauvaises questions qui sont posées. Et ce qui empêche de voir les vrais problèmes posés par cette technologie. C'est-à-dire, quand on parle d'intelligence artificielle, on arrive toujours à des débats tels que est-ce qu'il va y avoir des machines infiniment intelligentes qui vont soumettre l'humanité, ou les machines auront-elles une conscience? Et en faisant ça, en fait, on oublie ce que vous dites qui est fondamental, qui est qu'en réalité, elle est déjà dans notre vie et elle pose déjà des problèmes très concrets à notre condition. Alors, en faisant ça, j'ai pas répondu à votre question sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle. En fait, moi, il se trouve que je travaille aussi dans le domaine. Il n'y a pas de définition de l'intelligence artificielle qui fasse l'unanimité. En général, comment est-ce que les chercheurs la définissent? Les chercheurs disent que c'est le fait pour des machines d'avoir des capacités de raisonnement ou des capacités qui imitent ou qui dépassent ou qui imitent certaines capacités de la cognition humaine. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que par exemple, la personne qui a, je pense, eu les idées les plus pénétrantes sur l'intelligence artificielle, qui en a vraiment compris l'essence, en fait, c'est Alan Turing, avec son concept de machine universelle. Et lui, le terme n'existait pas en fait à sa mort. Donc lui, il parlait toujours de machine intelligence. Et après, le terme a été créé à ce congrès de Dartmouth dans les années 50, où là, les premiers chercheurs ont dit, effectivement, pris de cette espèce dans cette envolée dont vous parliez, Olivier, on va dire c'est fantastique, on va faire des machines qui imitent le cerveau humain. Mais si le terme est si difficile à définir, je pense que c'est pas pour rien. C'est parce qu'au départ, effectivement, on ne sait pas ce qu'est l'intelligence humaine. Et c'est bien parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'intelligence humaine ni comment elle fonctionne, on arrive si mal à dire ce que serait une intelligence artificielle et que du coup on peut raconter n'importe quoi.
Et c'est surtout qu'on en donne une définition très réductrice, pour ne pas dire réductionniste, ce que vous indiquez tout à l'heure. L'intelligence ramenée essentiellement à la puissance de calcul, à un ensemble de neurones, de synapses, en se disant bah, on va reproduire ça dans les cerveaux artificiels que sont les ordinateurs, et ça a fonctionné beaucoup mieux. Alors effectivement, les thuriféraires aujourd'hui de l'intelligence artificielle sont victimes de l'illusion dont parle Olivier Rey, à savoir que le cerveau serait une machine et que penser ce serait calculer. C'est comme un débat philosophique qui vient en fait, qui remonte assez loin en philosophie. Ça remonte à toute la tentation de la logique, de se dire tiens, avec quelques propositions logiques et quelques règles, on va répliquer toute la pensée humaine. Donc ils vivent dans cette première illusion, ils vivent dans une seconde illusion qui date en fait de la découverte de l'ADN et du code biologique, qui serait qu'en fait tout l'univers serait réplicable en information, que l'unité de base serait l'information, et qu'en fait en traitant cette information, on arriverait à résoudre tous les problèmes humains. Ce sont bien sûr deux illusions. Le cerveau, penser, ce n'est pas calculé. La vie n'est pas réductible à un code génétique, elle est justement toujours nouvelle, elle est irréductible à quelque chose de prévisible. Mais comme ils sont visibles, comme ils sont en fait pris dans ces deux illusions et qui vivent effectivement dans un monde où les ordinateurs parviennent avec succès à résoudre des problèmes fondés sur les données, ils en déduisent justement, ils ont une pensée réductrice, quoi, qui réduisent tout à ça. Alors, il y a aussi un autre aspect qu'on peut évoquer rapidement, c'est la dépolitisation. Car finalement, on retrouve dans le transhumanisme une négation du politique dans ce qu'il a de plus spécifique. Il peut y avoir une dépolitisation par la technocratie, une dépolitisation par la morale, par les droits de l'homme, par l'économie. Là, on est devant une dépolitisation par la technologie, oui, qui rejoint cette idée foncièrement impolitique, comme l'aurait dit Julien Freud, que les questions politiques sont en dernière analyse des questions techniques, administratives, avec le vieux rêve un peu saint-simonien, effectivement, de substituer la gouvernance au gouvernement, les choses aux hommes, et la simple gestion administrative à la vie politique elle-même. Et ça, je crois que c'est un aspect important. Oui, tout à fait. Il faut bien voir que, encore une fois, les promesses les plus spectaculaires lancées dans l'espace public par le discours transhumaniste sont des promesses totalement fantaisistes. L'idée, encore une fois, de l'immortalité, de la disparition de toutes les maladies. Il y a quelque chose d'ailleurs de vraiment obscène quand on voit que les transhumanistes promettent cette vie sans maladie et de venir à bout de la mort, au moment même où aux États-Unis, depuis un certain nombre d'années, l'espérance de vie est en train de diminuer. Oui, enfin. Mais donc ces promesses-là sont là pour arracher le consentement des populations à la poursuite d'un processus dont les populations commencent à se rendre compte que le bonheur promis ne sera pas au rendez-vous. Et en fait, ce qui se dessine derrière cela, c'est pas du tout le triomphe d'une post-humanité, mais c'est plutôt la déchéance de l'humanité au statut d'animal monitoré. Ouais, voilà, si vous voulez, Google se lance à corps perdu dans cette... à corps perdu, c'est le cas de le dire, dans cette histoire. Par exemple, Google a recruté à travers sa filiale Verily, filiale santé, une cohorte de 10 000 personnes qui se sont engagées pendant plusieurs années à être suivies. Alors donc elles ont une montre connectée qui en permanence surveille un certain nombre de leurs paramètres physiologiques. En même temps, ils seront suivis très étroitement avec des visites médicales, des questionnaires, etc. Et alors le but poursuivi, c'est de réaliser ce que Google appelle une cartographie de la santé humaine, qui en fait, ce sera simplement une mise des corrélations établies entre un certain nombre de paramètres et puis le risque d'apparition de telle ou telle pathologie. Mais ce qui nous promet en fait une condition où nous serons en permanence monitorés justement, oui. Et à chaque instant on nous dira vous n'avez pas marché assez aujourd'hui, vous devriez manger absorber des oméga 3 ou des oméga je ne sais combien, etc. Et alors peut-être il est possible que moyennant toutes ces directives on arrive à gratter quelques années supplémentaires, mais en
réalité, on aura une vie complètement ravagée par le fait que, de toute façon, comme le disait Ivan Illich aussi, la véritable santé, c'est quand on ne se soucie pas de sa santé. Or là, à partir du moment où ça deviendra un souci permanent, il y aura plus jamais de santé. Et puis là, effectivement, ce qu'il y a derrière, c'est la dissolution totale de toutes les questions politiques dans le thérapeutique. Un autre exemple qui va dans le sens de ce que vous citiez à propos de l'infertilité ou bien de l'autisme, c'est que c'est la Ritaline. En fait, aujourd'hui, les enfants, et même maintenant, évidemment, quand ils grandissent, qui deviennent des adultes, souffrent de plus en plus de troubles de l'attention qui viennent du monde dans lequel nous sommes appelés à grandir et à évoluer. Et alors, de plus en plus d'enfants aux États-Unis sont soignés à la Ritaline, mais maintenant des étudiants également sur les campus américains. Enfin, il y a tout un trafic de Ritaline pour essayer d'arriver à se concentrer sur les cours. Et là, en fait, vous voyez que au lieu de mettre en cause le cadre général dans lequel nous sommes amenés à vivre et qui ne correspond pas à nos facultés naturelles, eh bien, on va mettre un patch chimique pour essayer de remédier au problème. Et après, il y aura l'oxytocine, pour améliorer nos sentiments vis-à-vis des ça, c'est autres. autre chose. Ça, c'est des recherches actuelles pour essayer de rendre les populations caucasiennes plus ouvertes aux migrants. Voilà, ça, c'est des recherches qui sont menées en Allemagne. Encore autre chose. On voit très bien, en fait, effectivement, en quoi la promesse mirifique de l'homme augmenté débouche sur l'homme diminué, c'est-à-dire où l'homme perd le statut de sujet pour être complètement transformé en objet. Donc il y a une radicalisation de l'aliénation qui est absolument une régression vers l'infrahumain qui est absolument considérable. Mais un mot encore à propos de la mort. Quand on dit on va faire disparaître la mort, le thème transhumaniste par exemple de la mort, c'est-à-dire la mort va disparaître sauf une qui sera la mort de la mort. On peut dire ça rejoint un vieux rêve, le rêve de jeunesse éternelle, d'immortalité, etc. C'est pas exactement cela, parce qu'on savait bien que c'était un rêve, donc c'était un motif de représentation. Aujourd'hui, en revanche, le statut de la mort a changé. Elle est niée et dissimulée. Et comme par ailleurs, les gens pensent qu'il n'y a rien après la mort, et surtout qu'il n'y a rien de pire que la mort, par conséquent, la mort devient inadmissible. Elle est scandaleuse, alors qu'autrefois elle était perçue, certes, comme une perspective plutôt désagréable. Tant qu'à faire, on aimerait mieux repousser encore un peu de temps, monsieur le bourreau. Mais on savait bien que généralement, tout le monde meurt. Tandis que maintenant, il n'y a plus de corbillards dans les rues, ils sont devenus des camionnettes comme tout le monde, dans une couleur pas trop sinistre, pour ne perturber personne. On ne meurt plus chez soi, dans la grande majorité des cas. Donc la mort n'est plus présente dans la vie. Autrefois, tout le monde, dans sa vie, avait vu un mort, au moins, un parent, un cadavre. Aujourd'hui, il y a une foule de gens qui n'ont jamais vu un mort et qui n'en verront sans doute jamais. Donc, le discours transhumaniste s'articule assez aisément sur cette transformation des représentations de l'imaginaire symbolique pour dire vous avez raison, mais de toute façon, faites-nous confiance, on va supprimer tout ça. Alors, il ne nous reste pas énormément de temps, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur une objection. C'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de très préoccupant. Sur ce plateau, dans l'ensemble, nous sommes très critiques vis-à-vis de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, etc. Alors, il y a l'argument suprême, mais écoutez, mes chers amis, vous avez beau être critique ou ronchonneur, de toute façon, on y va obligatoirement, c'est inévitable. Alors, je sais bien ce qu'il peut y avoir de faux dans cet argument qui finalement ne devrait pas être plus convaincant que les arguments de Mme Thatcher lorsqu'elle nous disait qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça ou rien. Néanmoins, on est devant un phénomène qui est particulier, qui est le phénomène de la technique. Il y a un auteur très important là-dessus, c'est Friedrich Georg Jünger. Ce Jünger, c'est le frère de l'écrivain Ernst Jünger, qui a une œuvre considérable, aussi importante que celle de son frère, mais
qui n'a été que très peu traduit. Et il a publié un livre dont on attendait la traduction depuis 70 ans à peu près, qui vient de sortir aux éditions Alia, A2LIA, c'est La perfection de la technique. Et ce livre a été traduit dans beaucoup de langues dans le monde. Il est paru, enfin il y a eu plusieurs éditions, mais disons l'édition définitive, je crois que c'est en 1949. Et dans ce livre, Friedrich Georg Jünger apparaît comme un très grand précurseur de la décroissance, de l'écologie, des limites, etc. Mais en même temps, le titre de son livre, La perfection de la technique, s'explique de la façon suivante. Le trait fondamental de la technique, c'est que tout ce qui devient techniquement possible sera concrètement réalisé. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une technique devenue concrétisable qui n'a pas été concrétisée. Et c'est en cela que résout la perfection, le mot perfection étant évidemment plutôt péjoratif dans le langage de Jünger. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de cela. Je crois que d'ailleurs ce principe a été reformulé sous une autre chose par la loi de Gabor ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Vous me corrigerez si je me trompe. Est-ce que les critiques tombent à plat? Je ne parle pas des projets les plus extravagants qui restent encore aujourd'hui, fort heureusement, plutôt de la science-fiction et éventuellement distrayants à ce titre, mais je parle des applications à court et moyen terme, et notamment sur le plan thérapeutique. Je pense que les gens sont extrêmement sensibles à l'aspect thérapeutique. Des parents à qui on dit, bon, voilà, vous attendez un enfant, si on fait une petite manipulation génétique, on va, les 10 maladies mortelles les plus courantes, il ne les aura jamais. Quel est le parent qui va dire non, je refuse? Très peu, très très peu. Si on leur dit, ah ben votre fils là il va mourir, mais si on lui greffe un organe de cochon ou de phacochère, je ne sais pas, les gens sont prêts à tout évidemment. Alors, est-ce que c'est inévitable ou non? Là, je me tourne vers tous les trois. Moi, Marie-David. Je trouve qu'on retrouve le débat qui a eu lieu au moment du Conseil national de la bioéthique, où toutes ces questions ont été soulevées devant un panel de gens, et on voit qu'il y a deux conceptions effectivement du monde. Il y a les gens qui, comme vous dites, vont jamais dire non à un progrès, quelles que soient les conséquences morales, anthropologiques. Et effectivement, face à ces gens-là, on ne peut rien faire parce qu'on trouvera toujours un cas d'application à une technique qui sauve une vie ou qui a un effet positif. Et il y a les gens, et en l'occurrence, dans le cas des débats bioéthiques, c'était effectivement des chrétiens, qui disent « Eh ben nous sommes prêts, nous sommes des parents et nous sommes prêts à ce que notre enfant naisse avec un handicap parce qu'il y a des principes qui nous paraissent vraiment irréductibles, contre lesquels on ne cédera pas. » En même temps, c'est un argument. Donc, il faut la foi chevillée au corps. Hein, je veux dire, non, je pense que c'est une conception... c'est une question... En fait, je pense que c'est une question politique, au fond. C'est quelle société voulons-nous? Quelles sont les conséquences de ces décisions? Quelles sont les conséquences pour la société? Et quelles sont les valeurs de cette société? C'est pour ça que vous disiez qu'il y a effectivement une dissolution du politique. Ça va ensemble, en fait. Dans un monde de moins en moins politisé, où la politique n'adresse plus ces questions parce qu'elle n'en a pas les moyens ou pas le temps, effectivement, ça laisse le champ libre au progrès qui arrive comme un bulldozer. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que ce sont des questions qui devraient être portées par un débat politique parce qu'elles engagent une société sur ses valeurs. Les comités de bioéthique, on sait ce que ça vaut. Je crois que c'est vous qui écrivez que les comités de bioéthique, ce sont des comités qui entérinent ce que toute véritable éthique condamne, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ont été créés. Oui, sans aller jusque-là, disons que les bioéthiciens se contentent de courir après des avancées qu'ils ne rattrapent jamais. Et sur toutes ces nouvelles techniques, est-ce qu'on peut éviter? Est-ce que c'est inévitable ou est-ce que c'est un combat d'arrière-garde de le dire? En fait, pour ce qui est du transhumanisme, en fait, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se laisser leurrer par les promesses spectaculaires qui ne se réaliseront jamais. En fait, c'est un peu un grand récit de remplacement qui est développé lorsque les précédents ont perdu leur crédibilité pour essayer, encore une fois, d'arracher l'adhésion des populations à la poursuite d'une certaine dynamique face à laquelle elles auraient tendance à être de plus en plus réticentes. Alors, l'argument thérapeutique, il est très important parce que c'est aussi un des grands moyens qui est utilisé pour arracher l'adhésion des personnes. Mais il ne faut pas se leurrer. En fait,
si vous voulez, c'est un argument, encore une fois, pour faire consentir à un mouvement qui va bien au-delà du thérapeutique. En fait, ce qui est en jeu, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est vraiment la grande question à laquelle on est confronté, c'est que d'un côté, on se rend compte que le développement technologique, au-delà de certaines limites, se met à menacer l'humanité et même bien plus global la possibilité de toute vie supérieure sur Terre, puisque on voit que les écosystèmes sont entrés dans un état de vulnérabilité critique. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer au XXIe siècle. Beaucoup de gens sont extrêmement inquiets. Mais d'autre part, ce qui nous rend si difficile de résister à ce mouvement, c'est que la technologie est en même temps une très grande pourvoyeuse de puissance. Et donc toute communauté qui prétendrait se mettre à l'écart de ce mouvement en se disant non, maintenant on en a assez, en imaginant même que politiquement elle arrive à se déterminer en fait, elle risquerait de se retrouver exactement dans la situation des pays extra-européens au XIXe siècle qui ont été colonisés par les Européens simplement parce que les Européens débarquaient chez eux avec des armes beaucoup plus efficaces grâce à leur technologie. Ce qui est passé pour la Chine. On ne peut pas comprendre aujourd'hui l'ivresse technologique de la Chine si on ne prend pas en compte que les Chinois ont vécu le siècle 1850-1950 comme une humiliation absolue et à juste titre. Comme la guerre de l'opium, c'est quand même quelque chose d'absolument monstrueux. Et donc là, en fait, je pense que ce qui fait qu'on n'arrête pas la technologie, c'est pas tellement une question qu'on y adhérerait ou pas, c'est que c'est la puissance qu'elle apporte. Et alors maintenant, on voit que d'un côté, la technologie continue d'apporter de la puissance, mais de l'autre, elle pose des problèmes de plus en plus gigantesques dans l'exploitation de la nature, les dérèglements des équilibres naturels, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation très délicate où à la fois, on est pratiquement obligé de garder un certain niveau technologique pour ne pas être écrasé, mais en même temps, je pense qu'il est extrêmement dangereux aussi de mettre tous ses œufs dans le panier technologique parce qu'on ne sait pas de quoi le XXIe siècle sera fait et que sans doute qu'à un moment donné, par exemple, vous savez, il y a une histoire qui est très amusante, c'est Hillary Clinton qui est au Bangladesh. Alors elle était là avec une fondation qui finançait du microcrédit pour des femmes en particulier, qui leur permettait d'acquérir quelques animaux, enfin bon, et de faire prospérer un petit peu leur affaire. Et alors, Hillary Clinton, leur rendant visite, en fait, les interrogeait sur leur mode de vie. Et elle se rendait compte que c'était quand même un mode de vie qui restait extrêmement rustique, quoi. Elle n'avait pas de machine à laver, elle n'avait pas de tous ces instruments-là. Et en fait, il y a une femme quand même du village qui a demandé à Hillary Clinton, et vous, est-ce que vous avez une vache ? Et donc, Hillary Clinton n'avait pas de vache. Alors évidemment, quand on vit à Washington, elle n'a pas besoin d'une vache puisque en fait le lait lui est livré à domicile. Mais il n'empêche que le lait, il est quand même produit en dernier ressort par des vaches. Et rien ne dit qu'à un moment donné, au XXIe siècle, on va se retrouver dans une situation où la personne qui a une vache est dans une meilleure situation que la personne qui a tous les gadgets électroniques mais qui a plus de courant dans les prises. Voilà. Bon. Je suppose que l'interlocutrice de Hillary Clinton en a conclu, à juste titre, sans doute d'ailleurs, que c'est une femme vraiment très pauvre. Exactement. Elle n'avait même pas une vache. Parce que l'argument de l'inévitabilité se retourne. Car si cette progression est inévitable, ces revers peuvent aussi être inévitables. Plus c'est complexe, plus c'est fragile. Voilà, exactement. Et ce qui confère la puissance, confère aussi de la vulnérabilité grandissante. Mais bon, c'est un thème qu'on n'a pas le temps de voir tout à fait dans le détail. Puis, je voudrais, pour conclure, faire une petite remarque personnelle. Cette montée démoniaque ou démonique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'une technique qui devient folle, peut susciter des réflexions différentes. Du point de vue de la pensée chrétienne, quand Dieu s'efface, c'est que l'homme cherche à prendre sa place. L'homme veut devenir Dieu. Homo Deus, pour rappeler le titre d'un livre récent. Dans la pensée de l'Antiquité, lorsque les dieux s'effacent, ce n'est pas l'homme qui prend la place, ce sont les titans. Et cette opposition symbolique des titans et des dieux, on la retrouve alors là précisément chez les frères Jünger. Et Ernst Jünger dit, les dieux anciens
s'évanouissent, les dieux futurs ne sont pas encore nés, et entre-temps, nous avons le règne de la brutalité, de ces forces, je ne sais pas si elles sont tellement telluriques, mais en tout cas, c'est les titans, hein, que dans les mythologies, on appelle aussi parfois les géants, et que les dieux ont combattu pendant des millénaires, hein, la lutte des dieux et des titans. Et aujourd'hui, le règne déchaîné de la technique, c'est l'entrée dans le monde des titans. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.